Et on commence cette revue de presse par la Chine qui s'attend à une récolte estivale de blé exceptionnelle. En effet, selon les statistiques officielles du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales, la Chine avait récolté au 15 juin environ 20,68 millions d'hectares de blé d'hiver, soit une progression des récoltes de plus de 90%. Pour les experts du secteur, cette situation est rendue possible par l'engagement de la Chine en faveur de la production céréalière d'été via l'amélioration des infrastructures locales, le développement des terres agricoles de haute qualité et l'investissement massif dans l'industrie des semences céréalières soutenue par la recherche scientifique et technologique. Et c'est une information qui a toute sa valeur quand on la place sous le prisme de la sécurité alimentaire, et ce alors que le conflit russo-ukrainien risque toujours d'aggraver les problèmes de sécurité alimentaire dans le monde. Rappelons d'ailleurs que selon un rapport publié le 7 juin dernier par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'indice des prix alimentaires de la FAO a poursuivi sa tendance à la hausse en mai pour le 3e mois consécutif. Or, l'approvisionnement alimentaire de la Chine, premier producteur mondial et 3e exportateur de produits alimentaires, est important pour la sécurité alimentaire et les prix mondiaux. Et pourquoi le retour de la Chine agricole sur la scène internationale est une bonne nouvelle ? Eh bien, tout simplement parce que selon le rapport mensuel de l'USDA publié mercredi 12 juin dernier, les perspectives mondiales du blé pour la campagne de commercialisation de 2024-2025 seraient en baisse pour l'offre, la consommation, les échanges et les stocks de clôture. En cause, selon les experts américains, les conditions météorologiques et la géopolitique. En Russie, la production de blé devrait baisser de près de 10% par rapport à l'année précédente. Les conditions météorologiques caractérisées par des gels précoces et une sécheresse persistante ont considérablement affecté les cultures, en particulier le blé d'hiver et de printemps. Les surfaces récoltées sont également en baisse, reflétant les difficultés rencontrées par les agriculteurs russes. En Ukraine, la sécheresse prolongée depuis le printemps a conduit à une réduction des rendements, aggravée par la guerre qui frappe certaines régions agricoles clés. La production devrait ainsi baisser de 15% par rapport à l'année dernière. Enfin, en France, la production devrait également diminuer, impactée par des conditions météorologiques défavorables, notamment des précipitations excessives depuis l'automne 2023. La production française est donc estimée à 31,7 millions de tonnes, en baisse de 6% par rapport à la saison précédente. Enfin, au Ghana, la production de cacao lors de la prochaine campagne 2024-2025 devrait fortement rebondir pour atteindre plus de 800 000 tonnes selon le directeur du Cocobod, Joseph Boan Aïdo. Après une saison 2023-2024 cataclysmique impactée par les vents violents, la chaleur extrême et les pluies dues à l'effet El Niño, la production du deuxième producteur mondial de cacao devrait être inférieure de près de 40% à l'objectif pour la saison 2023-2024. Ceci étant, de meilleures conditions météorologiques, mais aussi la réhabilitation des plantations devrait permettre ce rebond de la production en 2024-2025. Pas moins de 68 000 hectares de plantations malades ont été réhabilités et seront remises aux agriculteurs au plus tard le mois prochain, a précisé toujours le directeur du Cocobod. Il a également ajouté que des prix plus élevés à la production contribueraient à ralentir la contrebande de cacao qui, selon lui, était financée par des étrangers basés dans les pays voisins, au Togo, au Burkina Faso et en Guinée. On marque une courte pause dans cette édition du 21 juin de votre bimensuel consacré à l'actualité des marchés agricoles. Et juste après, nous retrouvons Mathieu Driol et sa commo du jour. À tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour dans cette édition du 21 juin 2024 de votre mini-mag consacré à l'actualité des marchés agricoles. Et désormais, il est l'heure de retrouver sur le plateau de TV Finance Arthur Portier. Bonjour Arthur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin Arthur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes senior consultant chez Argus, anciennement Agritel, Argus Media, pardon, anciennement Agritel. Avec nous pour commenter l'actualité récente des marchés agricoles. On va commencer sur un horizon très long terme. Depuis à peu près 2 ans, les prix des matières premières agricoles et notamment du blé ne font que chuter. À quoi on peut attribuer cette chute ?
Alors c'est vrai que si on prend un horizon temporel long terme, on avait des prix des matières premières agricoles et notamment du blé qui étaient à plus de 400 $ la tonne en mai 2022. Il s'avère que c'était principalement lié au conflit entre l'Ukraine et la Russie où on avait un blocage des exportations notamment de la mer Noire. Et quand on connaît le poids de l'Ukraine, automatiquement ça a déréglé l'ensemble des flux sur la scène internationale. Et depuis, c'est vrai, il y a eu d'autres incertitudes qui sont arrivées, mais on a eu une baisse assez importante des cours pour désormais évoluer aux alentours des 230 € la tonne sur Euronext, tout simplement parce qu'on a une reprise des flux au départ de l'Ukraine. Il faut savoir que l'Ukraine, au début du conflit, exportait moins d'1 million de tonnes de marchandises par mois, de grains. Ils sont maintenant à plus de 7 millions de tonnes de grains mensuels. Donc ils ont retrouvé un rythme décent, voire un rythme supérieur à ce qu'il y avait avant le conflit. Donc cette reprise des flux, automatiquement, a pesé sur les marchés. C'est ajouté des récoltes relativement convenables, et notamment en Russie en 2023. Et on s'est retrouvé avec des stocks relativement importants sur la scène internationale. Ok, très clair. Donc ça, c'est à très long terme. À très court terme, vous avez dit, les prix ont été ramenés. Alors on reste sur le blé, typiquement Focus Blé. On été ramené à 250 € la tonne, 230, vous avez dit. À quoi est-ce que, du coup, par la force des choses, on peut supposer que la baisse est finie, que les prix vont peut-être éventuellement reprendre de l'épaisseur ou rester stables aux alentours de ces niveaux-là? Alors nous avons eu depuis mars 2024 une hausse des prix de l'ordre de 60 € la tonne pour désormais redescendre de l'ordre de 40 € la tonne depuis début juin et donc avoisiner les 230 € la tonne. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, sur la scène internationale, nous avons des stocks. Or, ces stocks, nous sommes en train de les manger, tout simplement parce que vous avez des estimations de production à travers le monde, que ce soit en France, que ce soit sur l'ouest de l'Europe, que ce soit en Ukraine, avec potentiellement moins de 20 millions de tonnes, que ce soit en Russie, qui sont en train de baisser leur production de manière assez substantielle. Vous prenez le cas de la Russie, sortie hiver, très bon potentiel. La Russie était attendue aux alentours des 93 millions de tonnes de production de blé. Aujourd'hui, les analystes travaillent entre 80 et 82 millions de tonnes. Donc on a perdu grosso modo 10 millions de tonnes liées à du gel tardif, liées à du sec. Et donc ces éléments-là ont perturbé un petit peu l'équilibre des marchés. Et maintenant, les opérateurs attendent tout simplement la récolte. Et donc, pour ces raisons-là, on manque de dynamique haussière à très court terme sur les marchés. C'est pour ça, alors le 12 juin dernier, c'était une semaine, l'USDA a publié son rapport de ses perspectives mondiales pour le blé et dit qu'effectivement la production va complètement baisser. Vous avez cité la Russie, effectivement c'est le cas, près de moins de 10% de production. Pareil pour l'Ukraine, la France aussi également serait impactée. Est-ce qu'il faut craindre pour la souveraineté alimentaire française? Alors pour la souveraineté alimentaire française, il faut rappeler déjà quel terme on met derrière la souveraineté alimentaire. Est-ce que c'est de faire les choix de notre dépendance ou de nos interdépendances? Mais en tout état de cause, si la question est de se dire si nous allons avoir suffisamment de blé aujourd'hui pour répondre à la demande domestique, oui, nous en aurons suffisamment. La grande question qui se pose aujourd'hui, elle est d'un point de vue quantité dans un premier temps, tout simplement parce que à l'automne dernier, nous avons eu des difficultés pour semer nos blés. On a une baisse assez significative des surfaces que l'on estime entre 4,25 et 4,3 millions d'hectares, donc en nette baisse par rapport à d'habitude. Et là, avec les pluies qui ne cessent de s'abattre alors que la récolte est imminente, automatiquement se posent aussi des craintes quantitatives mais également qualitatives. Et donc on devrait se retrouver avec une récolte française qui avoisine les 30 millions de tonnes, voire inférieure à 30 millions de tonnes cette année, contre 35 habituellement. Donc nous sommes en train de perdre des volumes, certes. On a cette incertitude qualitative qu'il est difficile de lever à l'heure actuelle, mais pour la souveraineté alimentaire française, non, il n'y a rien à craindre. Maintenant, effectivement, on aura moins de volume à exporter. Exactement, du coup, parce qu'on est considéré comme le premier ou deuxième exportateur mondial de blé, de céréales. D'Europe. D'accord. D'Europe, du coup, par la force des choses, il faut craindre pour cette place-là? Alors aujourd'hui, sur la scène internationale, on va avoir la Russie qui devrait conserver son titre de premier exportateur. Ils étaient à plus de 50 millions de tonnes l'année dernière, on les attend plutôt proches des 45 millions de tonnes cette année. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer sur les cours à l'heure actuelle, c'est que nous sommes en train de consommer les stocks, mais ces stocks-là que nous sommes en train de consommer, qui sont relativement confortables, nous ne les aurons plus l'année prochaine. Et donc si nous nous retrouvons pour la récolte 2025, si on se projette avec des incertitudes météo et des événements climatiques comme nous avons cette année, alors là on a une hausse des cours de manière assez significative à attendre. Donc vous anticipez chez Argus Media une hausse des cours dans les prochains mois, du coup par rapport à la chose. Sur la partie, encore une fois... Ou est-ce qu'elle est consommée déjà justement là? Non, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de suivre l'évolution des marchés tous les jours. C'est tout simplement qu'il y a énormément de facteurs extérieurs qui vont venir perturber ces équilibres de marché. Donc d'un point de vue fondamental, c'est-à-dire offre et demande, oui, on peut dire aujourd'hui que nous avons un bilan qui devrait être relativement tendu avec des stocks chez les principaux exportateurs faibles. Maintenant, il y a
un tas de facteurs extrêmement importants, exogènes au marché qui devraient arriver. Et c'est ce qui fait que nous ajustons tous les jours ou toutes les semaines nos estimations de prix. De vos estimations de prix, fin 2023, vous étiez avec nous pour nous expliquer quels pourraient être justement ces facteurs exogènes, fondamentaux, qui pourraient impacter l'évolution du cours des matières premières agricoles. Vous nous parliez de la parité euro-dollar, vous nous parliez des banques centrales, vous nous parliez du risque géopolitique, du risque météorologique. Du coup, tout ça s'est matérialisé et Alors, bravo, 20 sur 20 pour vos prévisions. Du coup, par la force des choses, qu'est-ce que vous anticipez pour la prochaine? Alors, aujourd'hui, c'est sûr que dans les prévisions 2024, quand vous aviez la moitié de la population qui allait aux urnes pour élire un nouveau président, automatiquement, les considérations politiques allaient être extrêmement importantes. On l'a vu, vous avez des grands États qui sont de plus en plus difficiles à gouverner. Vous allez en Inde, certes, le Premier ministre Modi a été élu, mais n'a pas la majorité au Parlement. Vous allez en Afrique du Sud, c'est la même chose. Pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, il n'y a pas eu de majorité au sein de la Chambre. Vous allez en Europe, évidemment, ça pèse également sur les marchés, ce qui est en train de se passer. En France, on en parle suffisamment pour le rappeler ici. Et donc, tous ces éléments-là politiques, aujourd'hui, ont un poids extrêmement important et rendent les marchés extrêmement incertains, puisque ça va peser, in fine, sur la parité euro-dollar et donc sur la compétitivité des origines françaises. D'un point de vue géopolitique, l'arrivée de Trump au pouvoir potentiel ou les élections américaines, en tout cas, peuvent créer certaines zones de conflit, notamment en guerre commerciale avec la Chine, comme on a connu précédemment. Tous ces éléments-là, avec ce qui se passe également dans le Moyen-Orient, ne manqueront pas d'apporter de la volatilité et de l'incertitude sur les marchés. Les marchés agricoles fébriles, du coup, par la force des choses, face à cette résurgence du risque politique, en fait. Ce que vous nous dites, c'est que vous ajoutez une nouvelle incertitude, en fait, à ce que vous nous présentiez déjà la dernière fois. Vous nous dites que les stocks se consomment, les stocks se réduisent, tel peau de chagrin. Il y a un acteur qui semble revenir, qui va revenir sur la scène mondiale, qui communique beaucoup. Alors certes, tout doit être mis tout doit être compris de façon relative, mais les Chinois semblent disposer de rendement, vont mettre sur le marché une quantité extrêmement importante de blé. Ils communiquent beaucoup en ce moment, ils disent que ça va être une récolte record. Est-ce que vous y croyez? Dans quelle mesure ça pourrait impacter? Est-ce que ça va freiner à la hausse justement les prix du blé comme vous nous le présentez? Alors on regarde évidemment ce qui se passe du côté de la Chine, tout simplement parce que avant notamment la période Covid, les Chinois n'exportaient pas, mais en tout cas étaient dans les premiers producteurs et donc ils n'avaient pas besoin d'importer de manière significative. Depuis le Covid, avec ces incertitudes logistiques, ils ont un besoin d'import en céréales qui est absolument colossal. Et notamment en maïs, où on les attend sur des importations de l'ordre de 20 millions de tonnes cette année encore. Ils communiquent sur le fait qu'ils vont développer des OGM, qu'ils vont développer de nouvelles variétés. Donc tous ces éléments-là vont dans le bon sens pour eux. Maintenant, d'un point de vue météo, si on parle à très court terme, on le voit sur le maïs notamment, il y a deux grandes zones de production. Une au nord-est, où pour l'instant ça se passe pas mal, une sur le centre-est, où pour l'instant il y a des températures relativement élevées et donc une baisse de la production à attendre. Donc oui, la Chine est un acteur majeur parce que c'est eux qui vont consommer notamment notre orge fourragère, c'est eux qui vont être aujourd'hui dans le balancier pour le marché du soja, pour le marché du maïs. Donc on le regarde de très près, mais le pays aujourd'hui a une politique de stockage extrêmement considérable. Vous le prenez en maïs, ils ont une récolte d'avance, plus de 220 millions de tonnes de stock pour 280 millions de tonnes de production, c'est absolument colossal. Donc ça fait un peu un effet de tampon, ces stocks, sur les variations que l'on peut avoir à la hausse ou à la baisse en Ukraine. Et du coup, en Chine. Du coup, par la force des choses, c'est consacré à leur marché intérieur, tous ces stocks, ou potentiellement ça va se retrouver sur les marchés mondiaux, vous pensez? À l'heure actuelle, c'est consommé localement, c'est pour une demande domestique, que ce soit dans le secteur animal ou tout simplement pour la nutrition humaine. Ok, très clair. Merci beaucoup, Arthur Portier, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultant senior chez Argus Media, anciennement Agritel, et je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. On marque une courte page de publicité dans cette édition du 21 juin 2024 et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de notre mini-mag bimensuel consacré à l'actualité des matières premières agricoles. À tout de suite sur Téléfinance.